Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnels. Alors vous avez vu sur l'intro, on va parler de l'article 4, on va parler de la fin de la propriété. Tout ça arrive très maintenant et nous avons avec nous, d'ailleurs ça fait très longtemps que je ne l'ai pas interviewé, ça me fait très plaisir de l'avoir ici en plateau, c'est notre amie Béatrice Rosen. Salut chère Béatrice. Bonsoir Mike, ça va très bien, bonsoir à tous. Mais tu es rayonnante. Bah écoute, merci. Et je suis heureux de t'avoir ici parmi nous. Ça fait plaisir, voilà. Quel accueil. Bah oui, d'ailleurs surtout que toi tu es une artiste en plus qui parle, qui dit des choses, oui. Tu es aussi lanceur d'alerte, tu n'as pas peur quoi. En fait, je me suis tue jusqu'au Covid, toute ma vie, je pensais que c'était pas mon rôle de donner ma position sur telle ou telle chose, et le Covid m'a bien montré que si tu t'occupes pas de la politique va bien s'occuper de toi, et de façon de plus en plus intrusive, et donc voilà, j'ai décidé que maintenant ça suffit de subir. Voilà, je veux participer au débat public et pour le meilleur et pour le pire. Et si j'ai tort, je le reconnaîtrai. Et parfois, ça peut faire avancer les choses. Voilà. Et justement, de parler, c'est une forme de libération aussi ? Libération, non, j'avais pas de manque, mais comme la plupart des gens avant, j'étais une normie, j'étais dans ma bulle, j'avais mes petites préoccupations autour de mon nombril, de mon travail, de ma petite vie. Et en fait, voilà, je pensais que je faisais confiance, j'étais dans le monde des bisounours, je pensais que les hommes politiques étaient tellement plus intelligents que nous tous, pauvres gueux. Et en fait, avec tout ça, en grattant, en lisant 10 heures par jour, en grattant tous les sujets pendant des mois et maintenant des années, depuis le début du Covid, j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas le cas et que c'est une illusion. Et donc, je suis un petit choc, quoi. sortie de la matrice. De savoir que c'était pas aussi intelligent que ça, c'était un choc, j'imagine. C'est ça. Un gros choc, oui. Non, mais sans rire, et il y a beaucoup de gens qui restent dans la rationalité présumée parce que justement, il y a une peur, c'est un vertige quand même de réaliser que tout n'est pas comme ce qu'on pensait, et voilà. Alors, je vais présenter le plateau. À ta droite, tu as Claire Gabriel, lanceur d'alerte. Elle aussi, elle a écrit cet excellentissime livre, très long, mais que j'ai eu le plaisir de lire, Écran de fumée, histoire vécue, écran de fumée, contrôle mental, pardon. Histoire vécue, en fait, de révélation. J'ai changé la couverture, il n'y a plus de sous-titres. Je sens que tu es perturbée. Ouais, voilà, parce que je connaissais l'autre titre, et là, du coup, avec le mot psychopathe, et là, maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre. Bah, je suis désolé. Hein. Non, mais c'est pas grave. Ils se vendent très bien, en plus, ce livre. Merci. Oui, bah, en fait, il a bien fonctionné. Bon, là, forcément, ça fait déjà plusieurs mois, donc ça stagne un petit peu. Mais je suis surtout en train de travailler sur le côté anglais, comme j'avais dit la dernière fois que j'étais ici. Ah oui, tu vas traduire en anglais ? Il est déjà traduit en anglais. Il a été traduit depuis 2019 déjà en anglais. D'accord. Mais il n'est pas publié en anglais ? Non, pas encore. Mais là, justement, il y a une personne qui est en train de le lire et il devrait sortir en anglais, j'espère, cette année. Très bien. Et peut-être un film, comme on en avait déjà dit. En plus. Et puis bientôt, grande nouvelle, tu l'annonces ici, tu vas bientôt animer un space avec notre amie Zoé Sagan. Normalement, oui. Ça doit se faire prochainement. En plus, Elle allait parler de quoi ? Je ne sais pas encore. Ah là là, tu veux pas nous dire un truc. Des choses très intéressantes, mais je ne sais pas encore. De choses people ou pas ? Ah ben, elle ne sait pas, évidemment, elle ne sait pas. Non, je Tant ne sais pis. pas. En face, notre amie Frigide Barjot, elle aussi lanceur d'alerte. Lanceuse. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je dis toujours lanceur d'alerte. Alors non. Faut dire lanceur ou lanceuse ? Moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Ah bon ? Non. Ah. Moi, je suis une espèce de citoyenne qui s'est levée et Frigide Barjot, citoyenne qui s'est levée contre la tyrannie. Exactement, oui. D'accord. Et en fait, je me différencie parce que je pense que le lanceur d'alerte n'a pas forcément les solutions à proposer à la société. Et j'ai le grand... comment dire, c'est pas du tout une fierté particulière, mais moi je travaille vraiment. On a changé, on a mis la citoyenne qui s'est levée. Qui s'est levée avec 3 fois 1 million de personnes. Elle s'est levée, voilà. Et attends, je termine pour dire, ce qui est important, c'est qu'il faut aussi proposer des solutions et rassembler les gens sur les solutions qu'on propose. Alors, ce qui est le cas de mon association. Bien sûr, tu es fondatrice aussi de l'Avenir pour tous. Et qui part de la manif pour tous, voilà. Ça s'arrête parce que le mouvement a explosé. Et on pense à l'avenir pour tous les êtres humains, hommes et femmes. Et tu as écrit cet excellent livre, L'humain plus fort que le marché. Voilà. Un livre très actuel. Ben, oui, et le marché étant aujourd'hui omnipotent, totipotent et rentrant jusque dans nos cellules,
on va en parler, eh bien, à partir de ce moment-là, il faut que nous soyons plus forts. Quelle est la solution ? La solidarité, l'amour, la fraternité, mais aussi un peu d'intelligence pour ne pas se faire bouffer par l'intelligence artificielle. J'ai tout de suite, et pardon, après je vous laisse, quand tu t'es mise, Béatrice, à comprendre et à ouvrir ta bouche, est-ce que tu n'en as pas subi des conséquences dans ton travail public ? Ah si, tout de suite, Voilà, immédiatement. parce que t'es virée, mais quand t'as plus de rôle en tout cas. Oui, Bah non, c'est très compliqué, mais à un moment donné, il y a des choses qui deviennent vitales et il y a des choses qui plus rien n'a de sens en fait dans un monde où il n'y a plus de liberté. Donc moi, mon combat, c'est la défense des libertés. Si on doit résumer, donc c'est pas uniquement la crise sanitaire, c'est-à-dire que c'est cette espèce de refermement de l'étau sur nous tous, sur nos libertés, qu'on sent tous, je pense. Voilà, oui, évidemment, il y a des conséquences, mais à un moment donné, la vie n'a plus de sens si c'est pour la vivre avec un QR code et trois bols d'insectes par jour, quoi. Et dans le cerveau, la puce. Ah oui, non, mais bon. Je te remercie, Frigide. Voilà, Là, voilà, je barre une question que je devais poser, évidemment. Merci. Merci, chère Frigide. Désolée. Et à ta droite, J'ai fait ton boulot. Philippe Erlin, économiste. Il écrit sur le Bitcoin. Montrez-le, regardez. Il s'est même coupé les cheveux pour la venue de Béatrice. Voilà. Il est magnifique. Aujourd'hui, Ça lui va bien. Ben oui, t'as vu, ça te va très très bien. Aujourd'hui, t'as un édito. Oui. Sur quoi? Alors ça, on va parler de chipflation. Pas Chipflation. forcément facile à prononcer, mais... Après la stagflation, la shrinkflation, Voilà. maintenant la chipflation. Chipflation, voilà. Donc on va en parler tout à l'heure. Tu es prêt donc? Dans les starting blocks. Bon bah génial, merci à toi. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Celle-là est du mois de février. Écrit évidemment notre ami Philippe Erlin, là en macroéconomie, où investir exactement en 2024. Donc tu nous donnes tes petits plans, tes bons plans même. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez ça en description, le lien est en description, et en cadeau, vous avez la géopolitique de l'or, écrit par notre ami Franck Pengam, spécialiste aussi de l'or. Dis-moi, chère Béatrice, on t'a vu ce matin chez nos amis de Radio Courtoisie sur l'article 4. L'article 4, c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas spécialement parce que c'est pas sur TF1 et France 2 qu'on va en parler. Qu'est-ce que c'est exactement cet article 4 ? Alors, ils sont en train de préparer, il y a un projet de loi sur la lutte contre les dérives sectaires. Donc, a priori, je ne connais personne qui va dire que c'est une mauvaise idée de lutter contre les dérives sectaires. Et quand on parle de dérives sectaires, on a toujours l'impression, on voit dans l'imaginaire collectif, c'est des groupes de gens qui finissent par se suicider en faisant des chants enrobés dans un linceul bizarre et qui s'allongent par terre et qui se laissent mourir. Donc, a priori, c'est plutôt positif de vouloir lutter contre les dérives sectaires. Maintenant, dedans, cette loi, il y a un article 4 qui est... c'est dommage, j'aurais dû le préparer pour le lire, mais en gros, qu'est-ce que cet article 4 prévoit ? Il prévoit 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour toute provocation qui engendrerait, il faudrait les termes. Je l'ai. Je peux le lire ou te le passer si tu veux. Je lis. Donc ça sera dans le code dans le code pénal, article 232-1-2, est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, comme tu disais, la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées lorsqu'il est, je suis désolé, il y en a encore, en l'état des connaissances médicales. Très important, en l'état des connaissances médicales. Qu'est-ce que ça signifie ? Manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Oui, et il y a un passage, je crois, c'est sûr,
Alors, c'est très important de comprendre que cette phrase « en l'état des connaissances » est capitale. Parce que, en plus, cet article concerne le curatif, les traitements curatifs ou prophylactiques, c'est-à-dire préventifs. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le curatif? C'est pour des gens déjà malades. Pour le prophylactique, et donc pour le préventif, c'est pour des gens qui ne sont même pas encore malades. Donc, c'est des gens en bonne santé. Donc, tout ça pour dire que cet article va sonner la criminalisation potentielle des lanceurs d'alerte et des victimes d'effets secondaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lanceur d'alerte et une victime d'effets secondaires qui voudrait faire reconnaître son effet secondaire qui n'est pas encore reconnu dans les conditions de connaissance actuelles, en fait, rentre dans ce cadre-là. Puisque par définition, la science évoluant avec le temps, puisque ce n'est pas quelque chose de figé. La médecine, c'est un art qui se base sur la science. Et la science, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est jamais figé, qui n'est jamais arrêté. Les connaissances s'accumulent ou parfois se dédisent. Donc, quelque chose qui est vrai à l'instant T peut ne plus être vrai à l'instant T plus 1 et complètement différent à l'instant T plus 2. Donc, par exemple, une victime d'effets indésirables qui dit, voilà, moi, pour tel ou tel produit, j'ai été victime de ce produit, je suis sûre qu'il y a un lien et ça m'a fait telle chose. Si cette chose-là, cet effet secondaire n'est pas reconnu encore, évidemment, avant d'être reconnu, il ne peut pas être reconnu avant que quelqu'un l'ait subi. Donc, ça pourrait être considéré comme une provocation. Le fait qu'il en parle, qu'il témoigne par exemple dans les médias, à répétition, ça pourrait être vu, perçu comme une provocation à inciter les gens qui regardent ces médias à ne plus prendre ce traitement curatif, encore une fois, ou préventif. Donc, ça peut induire à l'arrêt d'un traitement chez quelqu'un de malade, mais aussi à ce que quelqu'un de parfaitement en bonne santé, donc a priori pas sous emprise, se dise, bon, bah, peut-être que moi, le bénéfice-risque, j'en ai pas vraiment. Voilà. Donc, ce serait la double peine pour cette personne victime d'effets indésirables, qui non seulement a été victime, qui est désespérée de se faire reconnaître, et en plus, qui pourrait se faire emprisonner pendant 1 an. Et, emprisonner pendant 1 an? Oui, bah 1 oui, an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc, c'est quand même, ça va loin. Gravissime. Donc, on voit bien qu'on marche sur la tête. C'est la même chose pour les lanceurs d'alerte. Quand Irène Frachon a dénoncé ce qu'elle a dénoncé, à l'époque, en l'état des connaissances, ça ne rentrait pas, ce qu'elle disait ne rentrait pas dans l'état des connaissances actuelles de l'époque. Donc, en fait, elle aurait pu, en tant que lanceuse d'alerte, être criminalisée, donc passer 1 an en prison, et puis peut-être 5 ans après, on aurait découvert qu'elle avait raison, sauf qu'elle aurait passé déjà 1 an en prison. Donc on comprend bien que c'est très grave. L'autre problématique, pour moi, de cette loi, de cet article, qui d'ailleurs, il faut le dire, avait été supprimé par le Sénat. C'est ça. Les sénateurs LR, dont Alain Houpert et d'autres, ont fait supprimer, et d'ailleurs ça avait été soutenu, puisque ça avait été supprimé, puisqu'ils ont peut-être plus de bon sens. Ça a été supprimé. Le Conseil d'État a même donné un avis défavorable sur cet article en disant qu'il était disproportionné et pas nécessaire. Donc, même le Conseil d'État juge que c'est pas nécessaire et que c'est exagéré, que c'est disproportionné. Et donc, l'autre problématique, l'autre risque avec cet article, ce serait potentiellement la fin et l'interdiction de toutes les médecines dites alternatives que moi j'appelle complémentaires. Pour moi, les médecines comme l'acupuncture, la médecine chinoise, la naturopathie, l'ostéopathie, l'homéopathie, etc. Tout ça sera quasiment interdit, quoi. Ce sera des médecines, c'est des médecines complémentaires. Il ne s'agit pas de dire il vaut mieux faire. Encore une fois, moi je suis pas pour les charlatans, je ne suis pas pour les gourous qui vous vendent n'importe quoi, voilà, qui vous font... bon, bref. Mais à un moment donné, les médecines complémentaires, elles sont utiles. Elles sont utiles même pour accompagner un traitement médical de médecine conventionnelle, pour réduire la douleur, pour atténuer certains effets secondaires de traitements qui sont obligatoires. Bref, le problème, c'est que les gens qui militent. Je suis un petit peu longue, mais il faut vraiment que les gens comprennent l'enjeu. C'est très intéressant parce que justement, on n'est pas assez informé là-dessus. Voilà. Et donc, les gens qui ont milité dans les médias pour que cet article 4 soit remis dans la loi, ce qui a été le cas
par une rapporteure macroniste en commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc au Sénat, ça a été enlevé. Ensuite, ça retourne à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il y a une commission, une petite commission. C'est la commission des lois qui revoit le texte avant qu'il soit débattu au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc la rapporteure macroniste a remis cette loi, donc contre l'avis du Conseil d'État et contre l'avis des sénateurs, dans le texte de loi qui va être débattu demain et après-demain. Mais peut-être tu peux expliquer pourquoi. Pourquoi? Il y a un gros doute quand même. Compte tenu... Non, Cher Frigide, tu parleras bientôt, t'inquiète pas. On peut pas faire... Alors, moi, je suis pas là pour faire des procès d'intention. Oui. Il y a du factuel. Moi, il y a des choses qui m'inquiètent dans ce projet de loi. Encore une fois, c'est légitime de vouloir lutter contre les dérives sectaires. À un moment, moi, je suis contre l'instrumentalisation d'une loi ou d'un article à des fins différentes qui avancent masquées, si vous voulez. Et moi, si c'est pour antagoniser deux industries, donc d'une part une industrie de médecine conventionnelle, de laboratoires pharmaceutiques, contre lesquels, il faut le dire, je n'ai rien, on a besoin des laboratoires pharmaceutiques, c'est pas binaire l'histoire, c'est pas pour ou contre les labos. Les labos, ils servent tous les jours. Moi, quand mes enfants ils prennent des antibiotiques, je suis bien contente qu'il y ait des labos, quand j'ai été soignée pour telle ou telle chose, voilà. Donc il ne s'agit pas de les jeter, de leur jeter l'opprobre. Maintenant, si c'est pour privilégier une catégorie, un secteur, une industrie, donc des laboratoires pharmaceutiques, par rapport à l'industrie des médecines complémentaires, là, je ne suis plus d'accord. Ou si c'est pour instrumentaliser cet article pour arriver à une loi Bayon, à une loi de censure de la population et vis-à-vis de la médecine, à instaurer une forme de médecine d'État, là, je ne suis pas d'accord. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va instaurer une médecine d'État. Parce que ça va tuer la liberté d'expression, ça va tuer le débat scientifique. Bien sûr. Mais on connaît le pédigré de cette dame? Voilà. Alors, il semblerait, des informations sont sorties comme quoi elle avait des liens avec le laboratoire GSK. Et la personne qui a écrit l'article en question, c'est une dame qui, par le passé, maintenant je ne sais pas actuellement, mais en tout cas par le passé et de façon documentée, a eu des liens d'intérêt avec certains laboratoires. Donc, on peut au moins se poser la question, moi j'accuse pas, mais on peut au moins se poser la question de qui écrit ces lois et avec quel but réel. Encore une fois, on est tous pour la lutte contre les dérives sectaires, mais l'autre chose qui me dérange avec cette loi, et après peut-être tu veux faire parler quelqu'un d'autre, mais l'autre chose qui me dérange sur ce projet de loi, si tu veux, c'est que ce week-end, la rapporteure, Brigitte Liso, a été dans l'émission de Julien Pain sur France Télévisions, vrai ou faux, fake ou vrai, enfin je sais pas comment. Oui, débunké Julien Pain. Et donc, elle a été dans son émission, donc j'ai regardé l'extrait, et quand il lui pose des questions sur son article, elle était incapable de donner le cadre précis de cet article. C'est-à-dire que tout était basé sur des impressions, sur des supputations, sur... Tu veux que je te donne une anecdote? Tu sais, moi j'ai été attaché parlementaire très longtemps, et mon dernier mois au Sénat, j'étais à l'Assemblée et j'étais au Sénat, et mon dernier mois au Sénat, je vois passer une proposition de loi de mon sénateur qui n'était pas écrite par moi. Bizarrement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et à l'époque, on avait un genre d'intranet, machin. Et donc, je regarde, et c'était une loi Monsanto. Je veux dire, c'est vrai. C'était une loi Monsanto que mon sénateur a signée et qui est passée. Qui était écrite par Monsanto? C'est pas moi qui l'ai écrite, j'étais le seul, donc c'est pas moi qui l'ai écrite, donc je sais pas qui l'a écrite. En tout cas, c'était signé par le sénateur chez lequel je bossais. Oui. Et donc, du coup, je pense que c'est une loi. Tu sais, au Parlement, tu as des mecs qui viennent des lobbies, d'affaires publiques, qui disent monsieur, signez ça. Le gars, il signe et puis ils font passer. Là, en l'occurrence, on ne peut pas accuser sans savoir. On ne peut pas accuser, mais je pense que c'est possible qu'il y ait ça. On peut s'interroger sur le but, surtout que donc j'en arrive au point qui vraiment m'inquiète, c'est-à-dire que en fait, quand on fait une loi, normalement, c'est parce qu'il y a une urgence, surtout quand on est dans un pays où les gens meurent sur des brancards aux urgences, dans lequel il y a des vraies urgences, si tu veux. Où on a des services qui ferment tous les jours, où on a des pénuries de médicaments vitaux, etc. etc. Donc, quand c'est le cas et qu'on passe le temps, on prend du temps des députés et des sénateurs pour parler d'une autre loi, c'est qu'il doit y avoir une urgence. Et moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'on n'a aucun chiffre.
Et d'ailleurs, il y a une sénatrice, Madame Laurence Muller-Bronn, il me semble, a tweeté là-dessus. Elle non plus n'arrivait pas à avoir les chiffres, par exemple, des saisines pour les dérives sectaires, etc. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres du nombre de morts par an en France, par exemple, suite à l'adhésion à des dérives sectaires, à des sectes, les chiffres sur les erreurs médicales. Aux États-Unis, c'est une des causes de mortalité les plus importantes. C'est-à-dire je ne jette pas du tout la pierre aux médecins, c'est pas du tout ça. Mais il faut avoir un comparatif. Quels sont les morts en France par an de gens à cause des produits pharmaceutiques, par exemple, d'effets indésirables? Il n'y a aucun chiffre là-dessus. Si, on peut trouver. Non, mais en France, je parle. Écoute, moi, j'ai posé la question, en tout cas sur les réseaux sociaux, à tout le monde. J'ai vu que la sénatrice posait aussi des questions sur les chiffres. Apparemment, oui, mais si la sénatrice pose la question qu'elle ne reçoit pas de réponse, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre. Ou alors les chiffres sont occultés. Les chiffres n'étaient pas disponibles. Parce que le travail du sénateur, c'est aussi de faire des questions écrites au gouvernement. Voilà. Et donc, quand on fait une loi et on ne comprend pas l'enjeu en fait, du danger, est-ce qu'on parle de, je ne sais pas, 100 morts par an, 10, 1000, 10 000 enfin, je veux dire, ça change l'urgence d'une loi quand même, de savoir. Est-ce que l'on sait s'il y a une opposition, est-ce que l'on sait s'il y a une vraie opposition à cet article, ou alors ça ne concerne que, malheureusement, M. Huppert et alors, au Sénat, il a été retiré, donc c'est que l'ensemble des gens ont décidé, à l'Assemblée, non, c'est en première lecture. En fait, c'est passé pour la première fois au Sénat. Ils ont enlevé le fameux article 4. Et là, on est en première lecture. On n'arrive pas. Donc, on est encore en première lecture. On va voir demain. Donc, peut-être qu'il peut être amendé ou supprimé. Voilà, c'est ce qu'on espère. Tu as parlé d'étatisation de la médecine, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'étatisation de la société? Je remarque que l'État, dorénavant, est présent dans tous les domaines, un peu comme si c'était non, mais on est dans l'étatisation de tout. Par exemple, l'agriculture. Il y a eu la crise des agriculteurs très récemment, et je sais que tu en as parlé. Mais par exemple, le fait que les agriculteurs, sur leurs propres exploitations, ne sont pas maîtres chez eux, qui sont espionnés par satellite tous les 3 jours au mètre près, qu'on leur donne tellement de normes qu'ils n'arrivent même plus à décider quand ils peuvent planter, quand ils peuvent arroser, quand ils peuvent... Je veux dire, c'est une forme de réquisition finalement de leurs biens, parce que s'ils ne sont pas maîtres chez eux, s'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent chez eux, en fait ils ne sont plus chez eux. C'est quoi la prochaine étape? C'est la vraie réquisition de leur terre, comme ce qui s'est passé, comme ce qu'ils ont essayé de faire aux Pays-Bas. Donc il y a une soviétisation effectivement, où il y a des réquisitions de tout. Oui, mais la réquisition, elle se fait même auprès du propriétaire individuel. La taxe foncière, bien sûr. Les travaux pour les normes écologiques. Mais même les voitures, on voit que les SUV, le parking va être multiplié par 3, même pour des véhicules électriques qui étaient soi-disant, qui nous ont vendus comme étant le bon choix, le choix écologique qui allait être récompensé. Et finalement, ces gens se sont fait avoir puisqu'ils ont acheté une voiture écologique, entre guillemets, selon la doxa, électrique, et au final, pour se retrouver à payer 3 fois le prix du parking. Donc, c'est délirant. Qu'est-ce que ça dit de notre société? C'est 1984 en pire. On est en train de devenir fou. C'est un mélange de 1984 et du meilleur des mondes sur tous les sujets. Et c'est absolument effrayant. Et ça, c'est vraiment ce qui me dérange. Et c'est pour ça que je parle depuis le Covid. Le Covid, en fait, n'était qu'un seul aspect, la gestion du Covid, pas le Covid lui-même. Un aspect de ça, oui, de cette orwellisation de la société qui est hyper flippante. Oui, mais regarde, les gens, moi, j'ai pas l'impression que ça les dérange. Plus 62% x 3 c'est dingue. Pour le stationnement. Je sais pas, moi, j'ai pas vu de manif de Parisiens. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est arrivé en bout de cycle où il y a plus de façon de protester. Si tu protestes, que tu vas dans la rue, tu es ou réprimé, comme les gilets jaunes, ou tu es invisibilisé, c'est-à-dire comme les manifs anti-pass, où il n'y avait aucun média, et il y avait beau avoir des foules entières, les gens ne venaient pas les couvrir, donc en fait, ça n'existe pas. Au début, le mouvement des agriculteurs, quand ils étaient gentils, qu'ils retournaient juste les panneaux, c'était invisibilisé. Ce qui se passe, les actualités qui se passent aux États-Unis, ce qui se passait en Allemagne avec les agriculteurs aussi, c'était totalement invisibilisé dans les médias. Donc les gens, quand ça passe pas à la télé, croient que ça n'existe pas. C'est d'ailleurs notre ami Julien Pain qui avait dit ça. Oui, mais ils le voient sur leur fiche d'imposition.
Ah oui, les taxes, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont dans la rue, ça marche pas. Ils votent, le système électoral est totalement verrouillé, et puis de toute façon, une fois tous les 5 ans, on signe un chèque en blanc à une personnalité dont on connaît pas le programme, parce qu'en fait, ils font même plus campagne, parce qu'ils se disent, voilà, maintenant c'est le nouveau truc. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Ça veut dire que le système ne peut que gagner? Bah, en fait, on arrive au bout du système avec les anciennes façons de protester. Il va falloir être créatif et trouver des nouvelles façons de protester. Je l'espère pacifiquement, mais il va falloir être très créatif parce que toutes les anciennes techniques, en fait, ne fonctionnent plus. Ils ont trouvé des parades pour tout. Donc, on arrive vraiment en fin de cycle pour beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce que tu penses du fait, voilà, j'ai reçu des agriculteurs ici, notre ami Sébastien Béraud, que je salue, est un type très courageux. Il est venu avec toute sa bande qui était derrière nous, là, vraiment des grands gaillards, très courageux. Malheureusement, leurs syndicats auxquels eux n'appartiennent pas ont dit, écoutez, pour nous c'est bon, et tout le reste a obtempéré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on est... Mais il y a une forme de résignation. En fait, je crois vraiment que les gens sont tellement pris dans leur quotidien, dans leurs obligations. Ils ont des enfants, ils ont leur travail, ils ne peuvent pas se permettre de se faire virer, ils ne peuvent pas se permettre... Donc, en fait, on est tous tenus, mais c'est si le cas tu de veux. nos parents aussi. Ou de nos grands-parents. Oui. Est-ce que nos grands-parents, par exemple, se seraient fait laisser faire par le... Mais 68, ça a été couvert dans les médias, ça n'a pas été invisibilisé. Donc en fait, si tu veux, ils étaient à un autre moment du cycle. Et donc, il y a des choses... On arrive vraiment au bout du truc où il va falloir trouver de nouvelles façons de protester, de changer les choses. Parce qu'il y a une résignation, puis les gens sont déprimés. On sort quand même... Tu le sens, ils sont déprimés? Il y a une période, et tout a été fait pour, oui. la période de la crise sanitaire. Je vais te dire, ça a été une façon d'abasourdir les gens, de les cueillir, de les sidérer. Et il y a eu une sidération qui s'est transformée ça a été anxiogène et puis en déprime plus généralisée. Déjà qu'on est un des pays, voire le plus gros consommateur d'anxiolytiques en France. Donc les gens sont... Tu le vois autour de toi? Autour de toi, tu vois les gens déprimés? Je vais te dire, moi j'ai habité longtemps aux États-Unis et j'ai vu un avant, un après, sur plein de choses, sur la ville de Paris, sur la politique, sur plein de choses. Quand je suis revenue, en fait, parce que pendant les 12 ans où j'étais pas là, je revenais juste en vacances et je faisais pas attention. Donc quand je suis revenue habiter ici, j'ai vraiment vu le avant-après. Et avant, Paris, vraiment, le truc Paris est une fête, c'était vrai. Paris, c'était... Depuis Hidalgo est passé. Il est joyeux, etc. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment, on sent les gens sont tristes, sont stressés, sont agressifs. C'est l'anarchie, c'est la résignation totale et au point où ils s'en foutent, ils respectent même plus le code de la route. Enfin, je veux dire, c'est vraiment en anglais on dit fuck it, quoi. C'est voilà, il n'y a plus rien en fait qui tient, on est au bout. Donc qu'est-ce qu'on va inventer après? Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de pacifique et de productif et de pragmatique, ou est-ce que ça va vraiment partir en chaos général? Je ne sais pas, et j'espère pas. Merci à toi, chère Béatrice. On va passer au débat entre vous tous, parce que je sais qu'en plus Frigide a très envie de parler aujourd'hui. Mais avant ça, les annonces.